Bonsoir. Dans la grande famille des planètes de notre système solaire, elle est plus volumineuse et même plus massive que toutes les autres planètes réunies. Il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse est un objet unique dans l'immensité de notre ciel. Ce soir, Science Grand Format vous emmène à la découverte de cette énorme boule de gaz qui fascine et questionne les astronomes du monde entier. Car beaucoup de mystères entourent encore cette planète de tous les extrêmes. Sa masse est 300 fois supérieure à celle de la Terre et ses vents sont capables de souffler à plus de 600 km/h. L'histoire de Jupiter est celle d'un objet né dans les mêmes nuages d'hydrogène et de poussière que les étoiles en formation. Elle est considérée comme la petite sœur de notre Soleil. Les astronomes se passionnent pour son énergie colossale. C'est la raison pour laquelle des missions spatiales sont parties l'explorer pour tenter de comprendre son atmosphère particulière, ses vents démesurés ou encore ses radiations d'une incroyable intensité. Ces lunes offrent également une étonnante diversité géologique, comme par exemple Io et son activité volcanique qui provoque des aurores lumineuses à la surface de Jupiter. Avec ces phénomènes climatiques visibles depuis la Terre, ses pluies de diamants et sa fameuse tache rouge, Jupiter fait figure de reine incontestée de notre système solaire. Jupiter, c'est un documentaire à découvrir tout de suite sur France 5 et à partager sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Jupiter n'est pas la reine des planètes pour rien. C'est la plus grosse, la plus extrême, et elle a toujours fait la loi dans le système solaire. C'est un monde mystérieux, dominé par des radiations intenses et des tempêtes spectaculaires. L'intérieur de Jupiter est difficile à imaginer. Dans l'une des couches internes, on pense qu'il pleut des diamants. Une mission de la NASA est en train de dévoiler ses secrets les plus enfouis, notamment les forces qui déclenchent ces tempêtes et ces éruptions volcaniques d'une violence inouïe. Jupiter a plus de points communs avec le Soleil qu'avec toutes les autres planètes du système solaire. Des scientifiques du monde entier explorent les entrailles de Jupiter pour tenter d'élucider une énigme. Serait-elle la sœur jumelle du Soleil ? Jupiter est la 5e planète la plus éloignée du Soleil. C'est aussi la plus grosse de notre système solaire. Composée presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, cette géante gazeuse mesure plus de 140 000 km de diamètre. Elle est tellement énorme que c'est inimaginable. Elle pourrait contenir 1 millier de planètes Terre. Jupiter est un monstre. Sa masse est 317 fois supérieure à celle de notre planète. Ces tempêtes pourraient engloutir la Terre entière. Le Soleil concentre presque toute la masse du système solaire. Jupiter concentre presque tout le reste. En 2011, la NASA a lancé une nouvelle mission pour étudier Jupiter comme jamais auparavant. La sonde Juno est désormais en orbite autour de la géante gazeuse. Elle prend des photos et relève des données. Grâce à elle, les astronomes commencent à mieux saisir cet environnement unique et très complexe. Jupiter a 79 lunes connues, et sans doute beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore trouvées. C'est comme un système solaire miniature. C'est tout un environnement, un écosystème à part entière. Son champ magnétique est immense et ses radiations intenses. À tout point de vue, Jupiter est seul dans sa catégorie. Les conditions sur et autour de Jupiter sont extrêmes. Elle ne se comporte en rien comme une planète ordinaire. Formée au commencement du système solaire à partir des mêmes éléments que le Soleil, Jupiter reste une énigme. Quel passé mystérieux cache-t-elle ? Et surtout, Jupiter était-elle destinée à être une étoile ? L'observatoire de Goldstone est un complexe de la NASA situé dans le désert du Mojave aux États-Unis. Ces télescopes géants captent des ondes radio venues de l'espace.
Steve Levin est l'un des scientifiques responsables des recherches sur Jupiter. On connaît l'existence de Jupiter depuis des milliers d'années et on l'observe depuis des siècles. Jupiter est l'un des premiers objets à avoir été observé au télescope. Et avec l'invention du radiotélescope, on a découvert des choses étonnantes. Ces appareils observent l'espace grâce aux ondes radio et non à la lumière visible. Et les ondes émises par Jupiter ne ressemblent en rien à celles des autres planètes. L'une des grandes surprises a été de découvrir cette source énorme, qui était en fait Jupiter. Jupiter émet un signal surpuissant par rapport à sa taille. Ces ondes seraient créées par de petites particules chargées au contact d'un champ magnétique. La plupart des planètes ont un champ magnétique, mais celui de Jupiter est beaucoup plus étendu que la normale. Jupiter émet le signal le plus puissant dans cette région du ciel. Elle possède le plus fort champ magnétique du système solaire. Les astronomes en cherchent la source. Ils pensent qu'elle pourrait provenir d'une étrange réaction chimique au cœur de la planète. À plus d'un demi-milliard de kilomètres de la Terre, Jupiter est un monde radicalement différent. Elle appartient à la catégorie des géantes gazeuses. Elle est presque exclusivement composée d'hydrogène, un gaz qui constitue les étoiles comme le Soleil. Mais sous sa surface nuageuse se tapit une source obscure. Un épais liquide noir tourbillonne dans son noyau. D'après les chercheurs, la pression et la température intenses y transforment l'hydrogène en une substance mystérieuse. La clé du champ magnétique de Jupiter se cache peut-être dans ces abysses. Pour en avoir le cœur net, une équipe scientifique réalise une expérience inédite. On qualifie Jupiter de géante gazeuse. Pourtant, sous sa couche de nuages, la planète n'est pas vraiment faite de gaz, mais de quelque chose de bien plus étrange. Stewart McWilliams tente d'élucider le mystère qui se cache dans les entrailles de Jupiter. Quand on regarde Jupiter, on voit une planète enveloppée de nuages. Il dissimule l'une des grandes énigmes du système solaire. Par endroits, la couche nuageuse présente des percées, observées par le télescope spatial Hubble. Quand on regarde ces nuages, on voit des petits trous, des perturbations là où les nuages ont disparu. Ça nous permet de regarder ce qui se passe en profondeur. Ces percées laissent apparaître une substance noire. Le physicien cherche à en découvrir la nature. On reproduit sur Terre les mêmes pressions que celles de l'atmosphère de Jupiter. Jupiter est composé à 90% d'hydrogène. C'est parti. Quand ça marche, ça va très vite. Cet équipement permet de reproduire des pressions exceptionnellement élevées afin de découvrir ce que devient un gaz soumis à des conditions extrêmes. Au fond de l'océan, la pression est 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Au centre de la Terre, elle est 1 million de fois plus élevée. Au centre de Jupiter, elle est 1 milliard de fois supérieure à celle de notre atmosphère. L'expérience consiste à soumettre l'oxygène, un gaz très commun sur Terre, aux pressions relevées à l'intérieur de Jupiter. C'est un gaz simple à manipuler en laboratoire et qui réagit comme l'hydrogène. L'oxygène ressemble beaucoup à l'hydrogène. Ils ont des propriétés similaires quand ils sont sous pression à l'intérieur d'une planète. À faible pression, la lumière filtre au travers de l'échantillon gazeux. Si je passe la main derrière l'appareil, la lumière disparaît. Donc, la lumière traverse l'oxygène qui reste translucide. Mais bien sûr, l'oxygène, comme l'hydrogène, commence à changer sous l'effet de la pression. Le physicien commence à comprimer le gaz. Plus la pression augmente et plus la structure de l'oxygène se modifie. 62, 63. C'est parti. L'oxygène se solidifie et des cristaux se forment. L'oxygène devient opaque et sa structure commence à changer.
L'oxygène se met à foncer, il devient orange et ça y est. Notre échantillon d'oxygène s'est transformé en une substance complètement noire. Quand on essaie de faire passer la lumière, elle est totalement absorbée par l'oxygène. Cette substance noire apparaît quand un gaz ordinaire est soumis à des pressions très élevées. L'expérience semble prouver que la pression à l'intérieur de Jupiter modifie l'état de l'hydrogène. Mais cela ne suffit pas à expliquer le champ magnétique inhabituel de la planète. Il doit provenir d'une autre source. Encore plus en profondeur, les conditions s'intensifient. Les chercheurs pensent que sous la couche de gaz modifié se cache un océan d'hydrogène métallique liquide. Cet état n'existe pas sur Terre. À 20 000 km de profondeur, l'océan de métal transforme Jupiter en une sorte de dynamo géante. À mesure que la planète tourne sur elle-même, l'hydrogène métallique génère un champ magnétique d'une force exceptionnelle. Il s'étend jusqu'à plus de 6 millions de kilomètres de sa source. Cette hypothèse est cependant difficile à prouver en laboratoire. Partout, les chercheurs tentent de fabriquer de l'hydrogène métallique. On pense en avoir déjà aperçu de manière fugace ces dernières années, mais on ne parvient pas à le reproduire. Jupiter semble créer de nouvelles formes d'hydrogène qui déjouent les capacités humaines. La seule explication possible à ce champ magnétique est l'existence d'hydrogène métallique à l'intérieur de Jupiter. On tente d'être aussi fort que la nature avec nos expériences. Aucune autre planète du système solaire ne génère de telles pressions. Seul le Soleil produit une force supérieure. Jupiter est si grosse, si massive, que plus on descend dans ses profondeurs, plus on atteint des pressions capables de transformer un élément comme l'hydrogène. Non seulement il se liquéfie, mais il commence à se comporter comme un métal. Le métal brille car les atomes partagent les électrons. Quand les atomes d'hydrogène sont si rapprochés, la même chose se produit et on obtient de l'hydrogène métallique. Cet hydrogène métallique est très difficile à produire. Mais Jupiter est tellement puissante et elle a une force de gravité si élevée qu'elle est capable d'en fabriquer. Le champ magnétique de Jupiter s'étend très loin dans l'espace. Quand de minuscules particules chargées entrent en contact avec lui, elles produisent des ondes détectables au radiotélescope. En observant Jupiter à la lumière ultraviolette, les astronomes ont remarqué un nouveau phénomène provoqué par le champ magnétique, des aurores. Et ce sont les plus lumineuses du système solaire. Les aurores sur Terre, boréales et australes, sont provoquées par l'interaction de notre champ magnétique avec des particules solaires. Mais le champ magnétique de Jupiter est si puissant qu'il produit des aurores tout seul. Ces masses de particules rencontrent l'atmosphère en raison de la force du champ magnétique. Et comme tout ce qui touche à Jupiter, elles sont démesurées. Mais la force du champ magnétique ne suffit pas à expliquer leur intense luminosité. Jupiter semble se comporter davantage comme une étoile que comme une planète. Elle est composée des mêmes éléments que le Soleil et est cernée d'un champ de radiation très puissant. Pour cette raison, il est très difficile de s'en approcher. Tenter d'approcher de Jupiter est très compliqué en raison des radiations de son champ magnétique. Quand on envoie une sonde là-bas, on sait qu'elle ne résistera pas longtemps. On n'a pas beaucoup exploré Jupiter. Et c'est pour ça que la mission Juno de la NASA est fascinante. La sonde Juno est chargée de découvrir ce qui se cache derrière les aurores spectaculaires de Jupiter.
Lancée en 2011, Juno se déplace à plus de 200 000 km/h. En 5 ans, le temps qu'il lui a fallu pour atteindre sa destination, elle a parcouru 2,7 milliards de kilomètres. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie est le centre névralgique de la mission. On vient de terminer la première phase. Tous les instruments fonctionnent, tout se passe bien, il n'y a rien de cassé. Les données sont extraordinaires. L'équipe scientifique est ravie. Heidi Baker étudie les radiations qui émanent de Jupiter. C'est un sentiment incroyable de faire partie d'une mission sur laquelle on travaille depuis plus de 10 ans. Tout se met en place et s'accélère après toutes ces années d'attente. C'est vraiment formidable et passionnant. La mission de Juno est un voyage vers l'inconnu. Juno se rend là où aucune sonde n'est jamais allée. On ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Quand elle a pénétré dans le champ des radiations violentes, on s'est arrêté de respirer. Heidi Baker mesure la force des radiations autour de Jupiter grâce aux photographies des étoiles prises par Juno. Le capteur d'étoiles est un appareil situé à l'arrière de la sonde qui tourne le dos à Jupiter. Un capteur d'étoiles est un peu comme une boussole sur un bateau. Les premiers navigateurs regardaient les étoiles, les constellations et ce qui se passait dans le ciel avant de choisir le cap à prendre. Le capteur d'étoiles fait la même chose pour une sonde spatiale, mais en prenant des photos du ciel et en les comparant à des cartes embarquées pour comprendre quelle est l'orientation de la sonde. Voici une image ordinaire, dénuée de radiation, prise par le traceur d'étoiles de Juno. Les étoiles sont des petits points lumineux, comme ceux qu'on voit quand on regarde le ciel la nuit. Les étoiles sont des points fixes sur la photo, mais en présence de radiation, des points et des traits lumineux apparaissent. Chacune de ces images montre un niveau de radiation différent. Tous les petits gribouillis et les trous sont la marque des radiations. Ce sont ces particules de radiation qui créent les aurores de Jupiter. Les particules font l'effet d'une mitraillette qui criblerait une image de balle. On pourrait même les compter une par une. Elles m'aident à comprendre les radiations autour de Jupiter. Pour moi, ces particules sont bénéfiques car elles me sont utiles. Mais les radiations finiront par détruire la sonde. Les radiations de Jupiter sont les plus fortes après celles du Soleil. Il n'y a rien de semblable. C'est l'environnement le plus néfaste qu'on puisse imaginer. Les données relevées par Juno permettent de créer une carte des radiations. Les radiations autour de Jupiter sont si intenses qu'on sait qu'elles vont finir par désintégrer la sonde. Juno a une longévité d'environ 2 ans. On en a conscience. Ces radiations illuminent les aurores de Jupiter. Mais par quoi sont-elles provoquées? Les chercheurs pensent être sur une piste. Sur les images de la sonde, un mystérieux point lumineux dessine une trajectoire. Il s'agirait d'Io, l'une des 79 lunes de Jupiter. Elle détiendrait la clé des aurores de la planète. Il y a une interaction magnétique très intense entre Jupiter et ses lunes. On le voit dans ses aurores, aux points lumineux qui se déplacent. L'une des pistes les plus visibles est celle laissée par Io. Io tourne en orbite à 350 000 km de l'atmosphère de Jupiter, prisonnière de la force de gravité considérable de la planète. Elle est très différente de notre Lune, le satellite de la Terre. Quand on a envoyé la première sonde, on a vu des volcans entrer en éruption. Comment une lune si lointaine dans le système solaire pouvait-elle avoir une activité géologique aussi intense? Les volcans sur Io alimenteraient-ils les aurores de Jupiter?
À New York, des chercheurs de l'université de Syracuse mènent l'enquête. Ils sont capables de fabriquer un volcan sur commande. On a fait couler de la lave au moins 1000 fois. Et on a sans doute vu plus de lave que beaucoup de vulcanologues. Bob Wysocki est un sculpteur à la tête d'un projet artistique baptisé Lava Project. Grâce à une chaudière artisanale, il reproduit les conditions géologiques d'autres planètes. Ce soir, il se prépare à tenter une nouvelle expérience en collaboration avec un géologue. Je suis l'agent de maintenance en plus d'être le cerveau. Donc je fais tout. J'enfourne, je répare la machine si elle est cassée. Bob fait chauffer de la roche basaltique jusqu'à ce qu'elle fonde. Je vais alimenter la chaudière en ajoutant simplement plus de roche pour la faire fondre. La chaudière monte à 1300 degrés. Il faut une quantité d'énergie phénoménale pour faire fondre une petite quantité de roche. Où la Lune Io peut-elle bien puiser l'énergie nécessaire à alimenter ces volcans? La réponse est liée à sa voisine, Jupiter. La géante gazeuse emprisonne Io dans un combat orbital incessant. L'attraction constante exercée par Jupiter fait chauffer l'intérieur de la Lune au point de le faire fondre et de créer des courants bouillants juste sous la surface. Quand la pression monte, la lave jaillit par la croûte lunaire. Les éruptions peuvent atteindre 1000 mètres de haut. De la roche en fusion retombe alors en pluie sur la surface gelée. Check, on peut y aller? Oui. Sur son site expérimental, Bob Wysocki est prêt à faire couler la lave. On s'apprête à recréer la coulée de lave qui sort d'un volcan et à reproduire ce qui se passe dans la nature. On fait cette expérience pour mieux comprendre ce qui se produit quand la glace et la lave se rencontrent. Grâce à ce projet, le géologue Jeff Carson espère comprendre les éruptions sur Io. Io est l'un des objets dont l'activité volcanique est la plus intense de notre système solaire. Sur cette photo, on voit bien que la surface est relativement lisse. Il n'y a pas tous les cratères qu'on voit sur la Lune, mais il y a des preuves d'activité volcanique, comme ces puits et ces grands volcans coniques. On voit aussi une éruption qui se produit à la surface là-haut. Les traces de cratères ont été effacées sur Io car l'activité volcanique a façonné la surface. Io est extrêmement froide. Sa surface est composée de dioxyde de soufre à l'état gelé et solide. Bob Wysocki surveille la chaudière tandis que Jeff Carson observe l'interaction entre la lave et la glace. La façon dont la lave se forme, refroidit et se sculpte est la même sur toutes les planètes. Les mêmes principes physiques s'appliquent. D'après les chercheurs, la lave qui se répand sur la surface gelée d'Io aurait des conséquences directes sur les radiations de Jupiter. Dès le premier contact avec la glace, des bulles commencent à se former. On voit tout de suite que la lave se comporte différemment. Je vais reculer car je sens la chaleur d'où je suis. Ces bulles se forment à cause de la production de vapeur d'eau. La chaleur fait bouillir l'eau dans la glace, la vapeur s'échappe par la lave et crée ces bulles. C'est une très bonne illustration de ce qui se passe sur d'autres objets planétaires comme Io. Au contact de la lave bouillante, la glace est immédiatement transformée en vapeur. Sur Io, c'est du soufre qui est échangé en vapeur. Le dioxyde de soufre fait des bulles et il est libéré dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre vaporisé serait donc l'ingrédient clé des aurores spectaculaires de Jupiter. Les volcans d'Io changent le soufre toxique en vapeur qui jaillit sous la forme d'un panache de 80 km de haut. Une tonne de dioxyde de soufre par seconde s'échappe ainsi en orbite autour de Jupiter,
et charge de particules sa ceinture de radiation. Son champ magnétique puissant emprisonne ces particules et les envoie vers les pôles à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules entrent alors en collision avec l'atmosphère et créent ces magnifiques aurores, 100 fois plus lumineuses qu'une aurore boréale sur notre planète. Ces volcans, au lieu de projeter de la matière à 3 ou 4 000 mètres de haut, le font à des centaines de kilomètres dans l'espace. Ces éruptions contribuent à créer des radiations hostiles à toute forme de vie. Voilà pourquoi Jupiter est presque aussi inhospitalière que le Soleil. En plus des radiations intenses, des tempêtes font rage à la surface de la planète. Elles sont d'une violence inouïe, plus dévastatrices que l'ouragan le plus puissant sur Terre. Le climat sur Jupiter est vraiment extrême. Des vents tournent très vite en boucle autour de la planète, dans une direction, puis tout à coup dans une autre. Parmi toutes ces perturbations se cache une énigme. Un élément qui ne semble jamais changer. Un anticyclone baptisé la Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge est la tempête la plus longue de l'histoire. Sur toutes les images de Jupiter, on voit des bandes de nuages et cette énorme tache rouge. Son diamètre est environ le double de celui de la Terre. On pourrait faire tenir 2 terres à l'intérieur. Elle dure depuis au moins 180 ans, peut-être même 300 ou 400 ans, depuis qu'on est en mesure de l'observer. Le climat sur Jupiter ne ressemble en rien à celui de la planète Terre. Mais pourquoi est-il si extrême ? Si on allait sur Jupiter, on essuierait de sacrées tempêtes. Mais qui sait, ce serait peut-être génial pour faire du kitesurf ou du saut en parachute, parce que les vents là-bas sont très violents. La Grande Tache Rouge est une gigantesque tempête qui dure depuis des centaines d'années. Les tempêtes sur Terre ne durent jamais aussi longtemps. C'est l'une des plus anciennes tempêtes du système solaire. Mais on ignore toujours ce qui l'a fait tourner. Aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles tentent de comprendre les origines du climat extrême de Jupiter. Comme on ne peut pas aller sur Jupiter et survivre, on a créé ici ce qui s'en rapproche le plus. On simule son environnement. Pour réaliser ces expériences, Juan Lora dispose d'un instrument très simple, un réservoir d'eau. Avec cette installation, on simule l'atmosphère d'une planète en laboratoire. Ça ne ressemble pas à une planète, mais imaginez que le centre de cette plaque soit le pôle. Comme la plaque tourne, les bords représentent les latitudes basses. De toutes les planètes du système solaire, Jupiter est celle qui tourne le plus vite. Une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures. Le liquide tourne maintenant comme l'atmosphère d'une planète. On va ajouter de la teinture et voir ce qui se passe. Les liquides colorés représentent des systèmes nuageux. Cette expérience devrait montrer comment ils interagissent. Créer des turbulences dans un liquide en rotation devrait générer une dynamique intéressante. L'atmosphère de Jupiter connaît des turbulences quand des gaz aux caractéristiques différentes se rencontrent. Quand des turbulences perturbent un liquide en rotation rapide, comme dans ce réservoir et sur Jupiter, on obtient des tourbillons. Ils sont très stables et ont tendance à interagir de temps en temps. C'est valable pour la Grande Tache Rouge. Depuis sa formation, elle est alimentée par la rotation de Jupiter. La rotation de Jupiter permet à l'anticyclone de continuer à tourner. Mais cela n'explique pas sa dimension démesurée. La Grande Tache Rouge fait la taille d'une planète. Ses vents soufflent à 650 km/h et son sommet s'élève à environ 8000 mètres au-dessus des nuages.
La couleur rouge serait liée à la réaction des gaz aux rayons du soleil. Sous leur surface brûlée, les nuages restent gris. Les petites tempêtes qui se déclenchent à proximité se retrouvent aspirées par ce tourbillon. Leur énergie et leur rotation l'alimentent et augmentent sa puissance. La grande tache rouge semble ne jamais ralentir. Pourtant, depuis peu, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. La grande tache rouge a changé en 20 ans. Voici une image prise en 1995. On voit bien qu'elle est grosse et de forme ovale. Si on la compare avec celle-ci, prise en 2009, on voit que la tache est plus ronde et qu'elle a diminué. Cette photo de 2014 montre qu'elle a encore rétréci. La grande tache rouge se nourrit d'autres tempêtes. Elle absorbe leur énergie pour continuer à tourner. Mais si rien ne l'alimente, elle finira par mourir. Il est possible que depuis 20 ans, moins de petits tourbillons entrent en contact avec l'anticyclone. Autre hypothèse, ces petites tempêtes la ralentissent. Il se peut qu'elle avale ces tourbillons plus lents et que ça ralentisse sa rotation. Les tempêtes sont également susceptibles de la freiner si elle tourne dans la direction opposée. La longévité exceptionnelle de la grande tache rouge est peut-être simplement le fruit du hasard. Et la chance est en train de tourner. Le fait qu'elle change si vite et si radicalement après avoir été stable si longtemps est la preuve qu'il se passe quelque chose. Elle va peut-être rétrécir au point qu'on ne la verra plus. Et il faut la surveiller de près. Seul le temps permettra de savoir si elle survivra 100 ans de plus. Les phénomènes climatiques sur Jupiter sont depuis longtemps visibles de la Terre. Mais les chercheurs commencent tout juste à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des nuages. Quand la sonde a atteint Jupiter, l'une de nos grandes surprises a été de découvrir que des éclairs se produisaient. Ces photographies prises par les sondes de la NASA prouvent que la foudre frappe l'atmosphère de Jupiter. Elle pourrait déclencher une réaction chimique étonnante à l'intérieur des nuages colorés. Une épaisse couche de nuages enveloppe la planète. À l'intérieur, la friction crée des éclairs chargés d'électricité. Ils sont bien plus puissants que la foudre sur Terre. À 100 km sous leur surface, ces nuages contiennent du méthane et de l'hydrogène. Quand le choc électrique les traverse, un phénomène extraordinaire se produit. La foudre transforme les gaz en diamants. Jupiter cache bien son jeu quand on sait qu'il y pleut peut-être des diamants. Les vents sont extrêmement violents et les diamants sont très durs. Alors imaginez l'orage de grêle. Des scientifiques de l'université de Cardiff étudient comment des diamants peuvent naître d'un nuage gazeux. Le physicien Oliver Williams reproduit l'atmosphère électrique de Jupiter en laboratoire. Je me sers d'une chambre hermétique dont j'ai aspiré l'air pour faire le vide. Je vais injecter de l'hydrogène et du méthane. 99% d'hydrogène et 1% de méthane. C'est comme l'atmosphère de Jupiter. L'ingrédient final est ensuite ajouté, la foudre. J'ajoute des micro-ondes à haute puissance. C'est très similaire à la foudre quand un champ électrique fend l'air et produit des éclairs. Les micro-ondes, comme la foudre sur Jupiter, décomposent l'hydrogène et le méthane. Quand les atomes se séparent, le mélange gazeux devient violet. Les diamants sont en grande partie composés de carbone. Le méthane est du carbone mélangé à 4 atomes d'hydrogène et on est en mesure de supprimer l'hydrogène.
Les micro-ondes libèrent les atomes de carbone présents dans le méthane. Ces atomes se regroupent et forment un diamant. Il n'y a plus qu'à récolter le trésor. On a donc décompensé ces gaz présents sur une planète comme Jupiter. Et on a obtenu une forme de carbone cristallisé, un diamant. Sur Jupiter, des diamants se formeraient lorsqu'un orage violent éclate dans la couche nuageuse. Les diamants traversent ensuite l'atmosphère sous la forme d'énormes grêlons. Ils chutent sur plusieurs milliers de kilomètres en direction du noyau de la géante gazeuse, là où la pression et la température ne cessent d'augmenter. Quand les diamants atteignent 8000 degrés, ils fondent et tombent en pluie sous forme liquide. Certains scientifiques pensent qu'une rivière de diamants coule ainsi au cœur de Jupiter. En reproduisant cette réaction chimique, il est possible de créer artificiellement des diamants de toute taille. J'ai réussi à produire une fine couche de diamants d'environ 5 cm de diamètre. Elle ne fait qu'une centaine de nanomètres d'épaisseur, mais en continuant plus longtemps, on peut faire des diamants beaucoup plus épais. Sur Terre, les diamants ont des millions d'années. Sur Jupiter, ils tombent littéralement du ciel. L'intérieur de Jupiter est difficile à imaginer. Le carbone forme des gouttelettes et se transforme en pluie. C'est fou quand on y pense, mais c'est le résultat naturel de la physique. Je trouve ça vraiment génial. Jupiter est la planète de tous les extrêmes. Elle possède des lunes plus grosses que Mercure et produit des radiations presque aussi fortes que celles du Soleil. En comparaison, les autres planètes du système solaire paraissent toutes petites. Tous les faisceaux d'indices concordent. Jupiter était peut-être destiné à être une étoile. Le Soleil est fait avant tout d'hydrogène, et Jupiter aussi. On dirait une étoile, sauf qu'elle ne brûle pas. Jupiter est vraiment massive et constituée surtout d'hydrogène. Ce n'est pas courant dans le système solaire d'avoir une planète faite d'hydrogène. La clé du mystère se cache une fois de plus au centre de la planète. L'une des grandes énigmes de Jupiter est son noyau. Est-il solide comme celui d'une planète ou plutôt gazeux comme l'intérieur d'une étoile? S'il s'agit d'un noyau rocheux, il devrait affecter la force gravitationnelle autour de la planète. Il suffit donc de vérifier cette hypothèse. Des scientifiques de l'observatoire de Goldstone se penchent sur la question. La sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, leur fait parvenir des données cruciales. La NASA suit en permanence la progression de douzaines de sondes. De voyageurs qui se trouvent à la frontière du système solaire à notre sonde en orbite autour de Jupiter. Grâce à Juno, Steve Levin effectue des relevés précis de la gravité de Jupiter. Plus la sonde rencontre une force gravitationnelle élevée, et plus elle accélère. On envoie un signal radio depuis la grande antenne à notre sonde située sur Jupiter. Quand elle nous le renvoie, la différence de fréquence entre ces deux signaux nous donne la vitesse de la sonde. Cela nous permet d'en savoir plus sur le noyau de la planète en mesurant sa gravité. Steve Levin se sert des variations de vitesse de Juno pour déterminer si le noyau est solide comme celui d'une planète ou gazeux comme celui d'une étoile. Pendant que Juno se concentre sur Jupiter, les télescopes du monde entier sont pointés vers l'espace lointain. En s'intéressant aux origines du système solaire, les astronomes commencent à comprendre comment Jupiter s'est formé. Ils observent la naissance d'étoiles distantes
dans l'espoir de trouver des indices. Au cœur du désert californien se dresse l'observatoire de la vallée de l'Owens. Ces paraboles constituent un radiotélescope baptisé Karma. Ce site est absolument magnifique. L'astronome John Tobin scrute le ciel en quête d'étoiles naissantes. Au lieu de construire un énorme radiotélescope, ce qui est très compliqué, on a construit plein de petites paraboles reliées les unes aux autres. Plus elles sont espacées et plus la résolution est élevée. C'est comme un très gros télescope qui permet d'observer plus de détails. L'astronome cherche des proto-étoiles. Des étoiles qui commencent tout juste à se former à partir d'un nuage de gaz et de débris. Une proto-étoile est une étoile très jeune, encore en train de se former et de constituer sa masse. Dans l'espace interstellaire, on peut voir des nuages de gaz et de poussière avec au centre une proto-étoile en train de naître. Jupiter est né des mêmes nuages d'hydrogène et de poussière que les étoiles. Peut-être comme une proto-étoile. À des milliers d'années-lumière de la Terre, John Tobin a trouvé des traces de la formation de systèmes stellaires. Sur cette image, le noir des contours montre l'intensité des radiations de cette proto-étoile. Il n'y en a pas une, mais deux. Ces deux points, ici et là, sont les deux proto-étoiles. C'est aussi un système solaire, mais très différent du nôtre. Ma première réaction a été « Waouh !» Je n'arrivais pas à croire qu'on puisse voir cet objet avec autant de détails. On savait qu'il y avait quelque chose à cet endroit, mais on a découvert qu'il y avait en fait au moins deux objets autour de cette proto-étoile. On ne s'y attendait pas. On ne savait pas ce qu'on allait trouver, c'était une surprise. Jupiter et le Soleil étaient peut-être un jour des étoiles doubles. Vus de l'extérieur, tous les jeunes systèmes stellaires se ressemblent. Ils naissent sous la forme d'une spirale de poussière et de gaz. Mais à l'intérieur, leur évolution est très différente. Au centre du disque, les turbulences peuvent scinder le nuage en deux. Ce n'est alors pas une, mais deux étoiles qui se forment. Elles tournent en orbite l'une autour de l'autre, dans une danse hypnotique. Né du même nuage, ce système solaire possède des étoiles jumelles. Les restes de gaz et de poussière formeront des planètes. Dans notre système solaire, le Soleil est la seule étoile. Pourtant, une autre boule d'hydrogène massive, plus discrète, se trouve non loin de là, Jupiter. Serait-elle le double du Soleil, condamnée à ne jamais se consumer? D'après les astronomes, les systèmes à deux soleils sont très fréquents. Depuis les premiers relevés obtenus avec ces télescopes, on a effectué beaucoup d'autres observations de proto-étoiles pour voir combien de systèmes se forment autour de 2 ou 3 étoiles. Étonnamment, un très grand nombre naît autour de plusieurs étoiles. L'astronome aimerait découvrir l'origine de ces systèmes binaires. On a constitué une sorte d'album de jeunes systèmes stellaires pour voir lesquels étaient binaires ou multiples. Celui-ci a une seule étoile. Celui-ci en a deux. La moitié des étoiles de l'univers auraient une jumelle formée à partir de la même spirale de gaz et de poussière. Le système en formation se trouve ici, mais les nuages de gaz sont très étendus. Il peut y avoir plusieurs points de division conduisant à la formation de plus d'une étoile. Un nuage de gaz et de poussière étendu a plus de chances de créer des étoiles multiples très rapprochées. Pourtant, d'après John Tobin, ce ne serait pas l'histoire de notre système solaire. On pense que notre système solaire ressemblait plutôt à ça, à une étoile entourée de son disque. Quand le disque est de masse plus faible, il ne se divise pas en plusieurs étoiles. On pense qu'il n'y avait pas assez de matière dans le disque autour de notre Soleil
pour former plus d'une étoile. La taille du nuage d'hydrogène à l'origine de notre système solaire aurait déterminé le destin de Jupiter. Le Soleil a tout de suite grossi très vite et absorbé 99% de la matière du jeune système en formation. Quand sa température a atteint 15 millions de degrés, il s'est embrasé. Pendant ce temps, le même nuage se condensait pour former Jupiter. Il a rapidement absorbé les 2/3 de la matière restante. Mais il n'en restait pas assez pour que Jupiter se consume à son tour. Ainsi, elle est restée une géante gazeuse, plus de 2 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Jupiter n'est pas une planète ordinaire. Elle est la petite sœur du Soleil. Ça paraît logique de se demander où est le double du Soleil. Et tout de suite, on pense à Jupiter. Certains parlent d'une étoile ratée. Elle est comme une étoile, assez grosse pour conserver son hydrogène et son hélium, mais trop petite pour se consumer. Il ne faudrait pas grand-chose pour rendre Jupiter assez massive pour déclencher la fusion nucléaire dans son noyau. Si Jupiter avait été une étoile, la Terre ne se serait sans doute jamais formée. Le système solaire serait très différent, organisé autour de soleils jumeaux. Au lieu de cela, Jupiter est devenue la planète la plus étrange du système solaire. Tout est extrême avec Jupiter. Sa masse est plus de 300 fois supérieure à celle de la Terre. On pourrait faire tenir 1000 terres à l'intérieur de cette planète. Son champ magnétique est si fort qu'il tuerait de ses radiations. Ses vents soufflent à plus de 600 km/h. On ne peut pas imaginer plus hostile. Pour moi, Jupiter est sans doute l'objet le plus fascinant de notre système solaire. En tout cas, c'est le plus bizarre. C'est une énorme boule de gaz tourbillonnant, entourée de son propre système planétaire miniature. Jupiter est très différente de la Terre. Et on ne sait pas grand-chose sur elle. Il nous faut beaucoup plus d'informations pour déterminer sa véritable identité. Je ne sais pas si c'est une étoile ratée ou une planète réussie, mais elle se situe entre ces deux extrêmes. Jupiter est une planète mystérieuse et unique dans notre système solaire. Et elle commence à peine à dévoiler ses secrets. La soirée se poursuit dans Science Grand Format avec un documentaire